Salut les amis, on se retrouve à Toulouse. Vous le voyez, la météo n'est pas au beau fixe, mais nous allons quand même aller rencontrer Émile du Conservatoire d'Espaces Naturels Occitanie qui va nous parler d'animaux plutôt mal aimés, mais très intéressants, les chauves-souris. Allez, on le retrouve tout de suite. Bonjour Émile. Alors Émile, toi tu es donc naturaliste au Conservatoire d'Espaces Naturels Occitanie et tu es spécialiste des chauves-souris. Concrètement, dans notre belle région Occitanie, on a combien d'espèces? Alors, selon les dernières études, les derniers résultats qu'on a, les derniers inventaires qu'on a pu faire, on a 32 espèces. Cool. Voilà, donc ça a un petit peu évolué parce qu'il y a de nouvelles espèces qui ont été décrites ces dernières années. Il pourrait y en avoir d'autres de décrites ces prochaines années, donc ça évolue toujours un petit peu, mais là en ce moment on est à 32 espèces identifiées sur la région. Ça va des plus grandes espèces, donc la grande noctune qui est la plus grande espèce pour... Qui mesure combien là? Elle fait entre 40 et 50 cm d'envergure, Ok. à peu près une dizaine de centimètres de longueur. Et à l'inverse, la plus petite, la pipistrelle pygmée, qui fait à peine la taille d'une phalange. D'accord, ok. Donc ça c'est très variable d'une espèce à l'autre avec ces deux extrêmes-là. Et après, pareil, on a des espèces qui sont plus ou moins rares. Donc on a la pipistrelle commune, qui est l'espèce que tout le monde connaît un petit peu. Oui, celle qu'on retrouve sous les volets, par exemple. Ouais. Oui, le soir, autour des lampadaires, donc qu'on trouve partout, même en ville. Et alors le cycle de vie d'une chauve-souris en France, quel est-il? C'est vrai qu'il y a des chauves-souris un peu partout dans le monde, notamment dans les régions des tropiques, mais c'est pas du tout pareil que ce qu'on retrouve en France, et notamment sur l'alimentation. Alors c'est vrai que dans les milieux tropicaux, ailleurs dans le monde, on peut avoir des chauves-souris nectarivores, des chauves-souris frugivores. Chez nous, c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur des chauves-souris qui sont toutes insectivores, c'est-à-dire qu'on va vraiment manger que des insectes, des araignées, en tout cas des petits invertébrés. Et du coup, leur cycle de vie est en grande partie lié à cette ressource alimentaire. C'est-à-dire en hiver, aucun insecte, très peu. Du coup, leur ressource alimentaire est tellement faible que les chauves-souris sont obligées d'hiberner. Donc les chauves-souris, en tout cas en Europe, hibernent toutes. Ok. Trois exceptions près, mais globalement elles hibernent. Du coup, cette phase d'hibernation, en gros, elle dure selon les espèces de la mi-novembre jusqu'à la mi-mars. Il peut y avoir des variations, mais en gros c'est ça. Deuxième phase, donc c'est le printemps. Donc le printemps, c'est la période où justement, en sorte d'hibernation, les chauves-souris vont commencer à refaire un peu le plein des réserves de graisse en fait, donc elles vont pas mal manger, et surtout elles vont se diriger petit à petit vers les gîtes de mise-bas. Donc les gîtes de mise-bas, donc ça va correspondre plutôt à la période estivale, donc à partir de début fin mai, début juin, et jusqu'au mois d'août. Donc là, cette période-là, donc les femelles se regroupent en colonies de mise-bas du coup, donc elles vont mettre bas leurs petits, donc un petit par femelle et par an. Ok. Tandis que les mâles de leur côté sont plutôt isolés, ils font leur vie de leur côté. Et ensuite, une fois que les jeunes sont volants, qui sont sevrés, qui sont autonomes entre guillemets, là on passe sur la dernière phase du cycle biologique, donc c'est l'automne. L'automne, c'est la saison de reproduction. Donc en fait, mâles et femelles vont se regrouper dans ce qu'on appelle des gîtes de swarming, la reproduction. Donc il va y avoir l'accouplement. Par contre, ce qui se passe chez les chauves-souris, c'est qu'on a une ovulation différée, c'est-à-dire que les femelles en fait vont stocker le sperme dans une spermathèque, et l'ovulation aura lieu qu'au printemps suivant. Ok. Donc ça va être stocké tout l'hiver, et voilà, c'est pour que les petits en fait naissent au moment où il y a le plus de ressources. Vu qu'elles sont insectivores, justement. Dès au début d'été, là où il y a le pic de ressources alimentaires. Les chauves-souris, c'est un animal, on va dire, on les a dans les légendes, on les a dans les mythes, on les a dans les bandes dessinées, dans les comics, avec Batman le plus célèbre, et c'est souvent un animal mal aimé. Pourquoi? Comment tu expliques en fait justement qu'ils sont si mal aimés que ça? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que les chauves-souris soient des animaux nocturnes, et souvent, il y a beaucoup d'animaux nocturnes. On les connaît pas. On les connaît mal, voilà. Donc c'est le cas des chauves-souris, c'est aussi le cas des... notamment, ça a longtemps été le cas en tout cas des rapaces nocturnes. Voilà, donc il y a un peu ce mythe-là lié à l'obscurité, à la nuit, des animaux qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Ensuite, c'est des animaux un petit peu discrets, donc là on peut faire le parallèle par exemple avec les serpents, ces animaux discrets qu'on ne voit pas forcément, donc ça rajoute encore un peu à cet aspect-là un peu mystérieux. Et ensuite, effectivement, il y a un peu toutes les légendes... on va dire, urbaines qu'il peut y avoir sur les chauves-souris. Plus connues, c'est peut-être celle de la chauve-souris vampire, comme j'ai beaucoup dit là. Oui. Donc il faut savoir que les chauves-souris vampires, ça existe. Il existe 2 ou 3 espèces de chauves-souris qui, effectivement, se nourrissent de sang. Et c'est des toutes petites espèces qui vivent en Amérique du Sud. Pas chez nous. Pas chez nous. Il n'y a aucun risque de le perdre. Et le deuxième mythe un peu
redondant, c'est la chauve-souris qui s'accroche aux cheveux. Là, c'est pareil, c'est pas du tout quelque chose qui est avéré. Au contraire, même les chauves-souris, elles ont un système d'écolocation, c'est-à-dire de sonar, qui est très précis et qui lui permet vraiment de s'orienter dans des milieux très fermés, quoi. Donc il n'y a aucun risque qu'elles se tapent contre nos têtes et s'en mêlent dans nos cheveux. Ouais. Les chauves-souris sont des animaux également qui sont menacés, notamment en France et en Europe, où on a plusieurs espèces qui sont très vulnérables, on peut le dire. Quelles sont un peu les causes? Qu'est-ce qui les menace en fait les chauves-souris concrètement? Ouais, c'est compliqué d'identifier une cause qui expliquerait l'ensemble de la régression qu'on peut avoir sur l'ensemble des espèces. C'est plus, il faut parler de plusieurs facteurs qui font qu'elles régressent. Alors il peut y avoir le dérangement lorsqu'elles hibernent notamment. Il faut savoir qu'en hibernation, elles ont vraiment besoin de toute leur énergie. Et le fait de les réveiller, ça leur fait consommer une part conséquente d'énergie et qui peut avoir des impacts de mortalité assez conséquents. Ensuite, il y a tout ce qui va toucher à la détérioration de leur milieu de vie. Les chauves-souris, comme je dis, elles chassent des insectes, que ce soit dans des milieux agricoles, des milieux forestiers. Tous les travaux qu'il peut y avoir dans ces milieux, que ce soit de l'arrachage de haies, de l'agriculture intensive, de la sylviculture intensive. Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent avoir un impact sur les habitats de vie des chauves-souris vont impacter les populations. Après, de plus en plus aujourd'hui, on a le risque éolien. Oui, ah oui, ok. Un peu plus de ça, là, on fait la promotion. Des énergies renouvelables, ouais. Qui ont un impact certain sur certaines espèces de chauves-souris. Et où là aussi, il faut avoir une certaine vigilance. Pas mettre des éoliennes partout, prendre en compte justement les choses. Et concrètement, alors quelles sont les solutions pour les protéger, pour justement réduire ces menaces, je dirais, et faire que nos chauves-souris se portent mieux en France et dans la région Occitanie également? Alors dans un premier temps, toute conservation passe par de la connaissance. Du coup, c'est vrai qu'on passe quand même pas mal de temps à étudier les chauves-souris. On a plusieurs méthodes pour les étudier. Donc ça peut être de la recherche de gîtes, du comptage en sortie de gîte pour essayer d'identifier un peu l'état des populations, voir d'une année sur l'autre combien il y a de chauves-souris dans les gîtes qu'on connaît. C'est ce que tu faisais un peu quand je suis arrivé, c'est-à-dire tu regardais sur les platanes s'il y avait... Dans les platanes, effectivement, dans les arbres, il y a pas mal de chauves-souris qui vivent dans les arbres. On essaie de voir si on trouve des cavités et ensuite on ne sait jamais s'il y a des chauves-souris à l'intérieur des cavités. Donc on fait ça dans les arbres, on peut faire ça dans les grottes. Après, ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est de l'inventaire acoustique. Ok. Donc là, c'est des appareils qu'on utilise en fait pour... donc les chauves-souris émettent des ultrasons, donc pas les enfants. Du coup, on a recours à des petits boîtiers comme ça, qui nous permettent en fait de convertir les ultrasons des chauves-souris en sons audibles. Ok. Et en fonction des sons qui sont émis, on arrive à identifier les espèces. Donc c'est comme ça qu'on identifie les 32 espèces que j'ai évoquées toutes. Ok, ouais. Et lorsqu'on fait un inventaire sur un site, c'est grâce à ça qu'on les détermine. Ensuite, on peut aussi faire des captures, ou là notamment pour identifier certaines espèces pour lesquelles ce n'est pas possible avec l'acoustique, ou même des fois pour les équiper d'un petit émetteur pour pouvoir ensuite les suivre et trouver des gîtes pour pouvoir ensuite préserver ces gîtes. Et ensuite, une fois qu'on a toutes ces informations-là, effectivement, on peut passer sur des programmes de conservation concrets, on va dire. Donc là, la principale action, ça va plus être de la protection de gîtes, parce que c'est entre guillemets le plus simple. Le gîte, une fois qu'on le connaît, il est fixe, il ne bouge pas, donc on sait comment le protéger. Alors quand c'est comme ici des cavités arboricoles, bon là ça va être des discussions avec, alors si on est en forêt, avec l'exploitant sylvicole, pour éviter de couper les arbres dans lesquels on a des gîtes potentiels à chauves-souris. Lorsque c'est des gîtes qui sont dans les grottes, là ça va être beaucoup de discussions, notamment avec le monde de la spéléologie, pour essayer de limiter la fréquentation en période sensible. Dans des cas extrêmes, ça peut même aller jusqu'à de la fermeture physique de certaines grottes où il y a des enjeux vraiment très importants. Oui. Pour vraiment protéger et garantir la tranquillité des chauves-souris qui sont à l'intérieur. Et après, il y a aussi toutes les colonies qui peuvent être installées dans les bâtiments. On évoquait tout à l'heure les pipistrelles derrière les boulets. Oui. Ouais. Alors, on peut très bien aussi avoir des chauves-souris dans des châteaux, dans des combles, dans des caves, n'importe où. Et là, du coup, ça va être, comme je disais tout à l'heure, identifier ces gîtes-là. Et ensuite discuter avec les propriétaires pour voir un peu comment la cohabitation peut bien se passer. Et éventuellement faire des travaux pour aménager le vif ou des choses comme ça. Et après, il y a tout l'aspect aussi préservation des habitats et de la ressource alimentaire. Là, c'est des discussions qu'on peut avoir, notamment avec le monde agricole, avec le monde sylvicole, pour essayer de développer des pratiques qui soient favorables aux chauves-souris. Donc pour l'agriculture, ça va être garantir des haies, des prairies en bon état avec des prairies fleuries, limiter les produits phytosanitaires, toutes ces choses-là. Et en forêt, je l'ai évoqué tout à l'heure, ça va être essayer de faire en sorte que les arbres les plus intéressants soient maintenus
et éviter des exploitations forestières trop brutales, en tout cas pour les populations de chauves-souris. Merci beaucoup Émile. On va se quitter sur cette dernière question. N'hésitez pas à observer de toute manière la nature, elle est très belle, elle est très riche dans la région Occitanie et puis un peu partout en France bien entendu. On se retrouve pour de prochains épisodes sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Coscience. N'hésitez pas, si vous avez aimé l'épisode, à mettre un petit pouce bleu, à le partager sur les réseaux sociaux. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, ciao ciao.